Sous les immenses arches végétales de Avatar, la lune de Pandora brillait d'une lumière bleue argentée. Cette nuit-là, le clan Omaticaya célébrait l'union de deux Naorvid, Gust et Boré Sidlin-Oléique. La préparation. Dès l'aube, les chasseurs avaient suspendu des lanternes faites de fleurs, lumineuses aux branches géantes. Les enfants couraient partout en riant, leurs pieds laissant de petites traces phosphorescentes dans la mousse. Boré Sidlin-Oléique fut préparée par les femmes du clan. Elles tressèrent dans ses cheveux des plumes turquoises et des graines brillantes, venues des plaines flottantes. Sur sa peau bleue, elles dessinèrent des motifs argentés représentant la rivière de son enfance, l'écran qu'il avait choisi, et la constellation sous laquelle elle était née. Pendant ce temps, Gust méditait près d'eux. L'arbre des Omés, son père lui remit un collier ancien, composé de dents de Thanator et de pierres translucides. Un guerrier protège, un époux écoute. L'arrivée des mariés. Au coucher du soleil, les tambours commencèrent. Boum, boum, boum. Les clans voisins arrivèrent à dos d'Ikran. Dans le ciel violet de Pandora, des centaines de créatures lumineuses flottaient, lentement comme des étoiles vivantes. Boré Sidlin-Oléique entra la première, marchant pieds nus sur un tapis de pétales bioluminescents. Gust l'attendait devant les racines sacrées de l'arbre des âmes. Quand leurs regards se croisèrent, tout le clan se tut. Même la forêt semblait écouter. Le lien sacré. La tsaka du clan leva les mains vers Ewa. Deux souffles, deux chemins. Une seule chanson. Gust et Boré Sidlin-Oléique avancèrent lentement l'un vers l'autre. Ils détachèrent leurs longues tresses et formèrent le Tsaelu, la connexion sacrée. À cet instant, les fibres lumineuses de l'arbre des Omés s'illuminèrent autour d'eux. Ils ressentirent les souvenirs de l'autre, leur peur, leur joie, leurs rêves futurs. Boré Sidlin-Oléique vit Gust enfant courant dans les montagnes flottantes. Gust sentit la douceur des chants que Boré Sidlin-Oléique murmurait aux créatures blessées. Ils pleurèrent tous les deux. Pas de tristesse, juste la sensation d'être entièrement vus. Le banquet. Après la bénédiction d'Ewa, la fête explosa. On servit du poisson-feuille grillé dans des herbes parfumées, des fruits éclatants au goût sucré acide, une boisson pétillante faite de sève fermentée. Les guerriers dansèrent autour du feu bleu. Les anciens racontèrent des histoires embarrassantes sur Gust enfant. Boré Sidlin-Oléique gagna un concours de chant sacré contre 3 musiciennes du clan voisin. Puis Gust, pourtant réputé très sérieux, tenta une danse acrobatique, et tomba directement dans un bassin lumineux sous les éclats de rire du clan entier. Même Boré Sidlin-Oléique criait tellement qu'elle n'arrivait plus à respirer. La fin de la nuit. Très tard, lorsque les chants devinrent plus doux, Gust et Boré Sidlin-Oléique s'éloignèrent vers les hauteurs. Au-dessus d'eux, Pandora brillait comme un rêve vivant. Ils s'assirent sur une branche géante, les jambes dans le vide. « Tu as peur ?» demanda Boré Sidlin-Oléique. « Oui, moi aussi. » Il prit sa main, et au loin, l'arbre des âmes pulsa doucement, comme le battement d'un immense cœur. Le banquet de mariage de Gust et Boré Sidlin-Oléique commença juste après le lien sacré. Toute la clairière fut transformée en immense table vivante. De larges feuilles souples servaient d'assiettes, et des fleurs géantes ouvertes formaient des coupes naturelles remplies de boissons lumineuses. Les plats principaux, le poisson-feuille fumé, c'était le plat préféré de Gust. Un grand poisson argenté des rivières de Pandora avait été enveloppé dans des feuilles aromatiques puis lentement fumé au-dessus d'un feu bleuâtre. Quand on ouvrait les feuilles, une vapeur parfumée s'élevait. L'odeur mélangeait herbes fraîches et résine sucrée. La chair brillait légèrement dans l'obscurité. Les anciens disaient que ce plat apportait patience et force au couple. Les fruits de lumière. Boré Sidlin-Oléique avait insisté pour en avoir énormément. Ces fruits poussaient suspendus sous certaines lianes géantes. Violet profond à l'extérieur, turquoise lumineux à l'intérieur, avec un goût entre la mangue, la poire et quelque chose d'électrique impossible à décrire. Quand les enfants les croquaient, l'orde en devenait fluorescente pendant quelques minutes. Le clan trouvait ça hilarant. Les spécialités rares, les œufs de fanal volants, très précieux, récoltés dans les falaises flottantes. Ils étaient servis dans de petites coquilles translucides. Le goût, crémeux, légèrement épicé, avec une sensation pétillante sur la langue. On disait que seuls les couples bénis par Ewa pouvaient en manger sans tomber malade. Personne ne savait si c'était vrai, mais personne ne voulait tester. La soupe des racines chantantes, préparée par les anciennes du clan. La soupe mijotait pendant des heures dans de grands bols de pierre. Certaines racines produisaient de petits sons vibrants lorsqu'elles chauffaient, comme des notes de musique très basses. Le liquide était bleu clair et couvert de minuscules étincelles naturelles. Quand Gust goûta la soupe, il ferma les yeux, respira profondément, puis déclara très sérieusement : « Je crois que cette soupe me comprend. » Le clan éclata de rire. Les boissons, la sève pétillante, servie dans des fleurs ouvertes. Elle était fraîche, légèrement sucrée, et faisait
apparaître de minuscules étincelles lumineuses autour de la bouche quand on riait. Après plusieurs coups, même les guerriers les plus sérieux se mettaient à chanter faux. Le nectar de nuit, boisson réservée aux mariés, très sombre, presque noir, mais traversé de filaments lumineux argentés. Boréacide linoléique dit que le goût lui rappelait la pluie chaude, les fleurs nocturnes, et les souvenirs heureux. Gust répondit: moi ça me rappelle surtout que je vais probablement en renverser sur moi. Et effectivement, 2 minutes plus tard, il en renversa sur ses propres jambes. Le dessert. Le dessert arriva au milieu des champs. Une immense fleur cristal fut ouverte devant tout le monde. À l'intérieur, une crème glacée naturelle, des graines croquantes, du nectar doré, et des pétales sucrés qui fondaient instantanément sur la langue. Quand Boréacide linoléique goûta la première cuillère, les petites fibres lumineuses autour de ses bras changèrent brièvement de couleur sous l'émotion. Les enfants du clan décidèrent immédiatement que ce dessert était magique. Quand le repas fut terminé, les lumières naturelles de Pandora semblèrent devenir plus douces, comme si toute la forêt retenait son souffle. Les tambours ralentirent. Les conversations s'éteignirent peu à peu. Alors commencèrent les chants du mariage de Gust et Boréacide linoléique. Le premier chant l'appel à Ewa. Les anciennes du clan s'avancèrent autour de l'arbre des âmes. Leurs voix commencèrent très bas, presque un murmure, un son long, profond, vibrant. On aurait dit que la forêt chantait avec elles. Le chant n'avait pas vraiment de rythme humain. Les notes montaient lentement, puis descendaient comme une respiration, accompagnées du bruissement des feuilles et du cri lointain des créatures nocturnes. Chaque phrase se terminait par le nom d'Ewa soufflé à plusieurs voix: Ewa, Xaelou, Ewa. Et autour d'eux, les petites graines lumineuses flottèrent dans l'air, comme attirées par la musique. Le chant des chasseurs. Puis les guerriers du clan frappèrent leurs lances contre le sol. Boum, boum, boum. Le rythme était puissant, presque sauvage. Les hommes entonnèrent un chant grave racontant les premières chasses de Gust, ses victoires, ses erreurs aussi, et la nuit où Boréacide linoléique l'avait sauvé après une chute dans les montagnes flottantes. À ce moment-là, tout le clan se tourna vers Gust. Quelqu'un cria, et il pleura comme un bébé. Même les chanteurs éclatèrent de rire en plein refrain. Gust tenta de garder sa dignité, mais Boréacide linoléique criait déjà trop fort pour l'aider. Le chant des étoiles. Plus tard dans la nuit, les jeunes du clan commencèrent une danse circulaire autour des mariés. Leur chant était très différent, léger, rapide, presque aérien. Les voix se répondaient d'un côté à l'autre de la clairière comme un jeu. Certaines notes étaient si aiguës qu'elles semblaient faire vibrer les plantes lumineuses autour d'eux. Dames y passèrent alors au-dessus des arbres, et pendant quelques secondes, leurs cris se mêlèrent parfaitement à la musique. Personne ne sut si c'était un hasard. Le duo de Boréacide linoléique. Puis tout devint silencieux. Boréacide linoléique avança seule au centre du cercle. Sa voix était douce au début, fragile presque. Elle chanta l'histoire de sa mère, des rivières de son enfance, de la peur qu'elle avait ressentie la première fois qu'elle avait vu Gust, et du moment où elle avait compris qu'elle ne voulait plus marcher seule. Quand Gust la rejoignit pour chanter avec elle, leurs voix ne furent pas parfaitement justes. Mais justement, c'est ce que le clan trouva beau, parce que chez les Naorvi, un chant parfait est moins important qu'un chant sincère. Le dernier chant. Très tard dans la nuit, tout le clan s'allongea sous les branches géantes. Le dernier chant n'était presque plus une chanson. C'était un souffle collectif, une mélodie lente, un remerciement adressé à Pandora elle-même. Même les enfants finirent par s'endormir contre leurs parents pendant que les voix continuaient doucement dans l'obscurité lumineuse. Et Gust sentit alors Boréacide linoléique poser sa tête contre son épaule, pendant que toute la forêt chantait encore autour d'eux. Quelques lunes après le mariage de Gust et Boréacide linoléique, une nouvelle traversa le clan comme une onde de lumière dans la forêt de Pandora. Boréacide linoléique portait un enfant, et pas n'importe lequel. Les anciennes disaient que l'énergie autour d'elle chantait différemment. Depuis plusieurs jours déjà, quand la Tsaka posa ses mains contre son ventre, les fibres lumineuses de l'arbre des œmets s'illuminèrent doucement. Cet enfant écoute déjà Ewa. Elle porterait le nom de Roseille. La réaction de Gust. Gust resta silencieux pendant presque une minute entière, ce qui inquiéta immédiatement Boréacide linoléique. Tu n'es pas heureux. Il cligna plusieurs fois des yeux avant de répondre. Je viens juste de réaliser qu'un minuscule être va apprendre à marcher, avec mes gènes. Puis il paniqua complètement. Il demanda combien de fois un bébé Naorvi mangeait par jour.
Si les enfants pouvaient tomber des branches géantes, et si hurler très fort était normal chez les nouveau-nés, les chasseurs du clan se moquèrent de lui pendant des semaines. Boréacidline-oléique pendant la grossesse. Boréacidline-oléique devint encore plus rayonnante qu'avant. Certaines nuits, les motifs naturels de sa peau semblaient légèrement plus lumineux autour de son ventre. Les femmes du clan lui apportaient des infusions de fleurs nocturnes, des fruits riches en nectar, et une soupe spéciale censée donner des rêves paisibles au bébé. Roseille bougeait énormément, surtout quand Boréacidline-oléique chantait. Un soir, alors que toute la forêt était calme, Gouste posa timidement sa main contre le ventre de Boréacidline-oléique. Et soudain, toc, un petit coup, Gouste sursauta si fort qu'il tomba, presque de la branche sur laquelle ils étaient assis. Boréacidline-oléique criait tellement qu'elle n'arrivait plus à parler. Elle t'a déjà choisi comme jouet préféré. Les rêves de Roseille. La Tsaka affirmait que Roseille serait différente, car plusieurs fois durant la grossesse, des graines sacrées des oies venaient flotter autour de Boréacidline-oléique sans raison. Les animaux semblaient anormalement calmes près d'elle, et même les écrans approchaient sans peur. Une nuit, Boréacidline-oléique rêva d'une petite fille courant dans une prairie lumineuse sous 3 lunes immenses. Quand elle raconta ce rêve au clan, un ancien murmura. Ewa montre parfois l'avenir sous forme de chanson. La promesse. Avant la naissance, Gouste fabriqua lui-même un petit pendentif pour Roseille. Il était maladroit, un peu tordu aussi, mais Boréacidline-oléique le trouva magnifique. Cette nuit-là, sous les arbres géants illuminés, Gouste posa sa tête contre le ventre de Boréacidline-oléique et murmura. Petite Roseille, tu peux prendre ton temps avant d'arriver. Silence. Puis, toc, encore un coup. Boréacidline-oléique sourit doucement. Je crois qu'elle vient de dire non. La saison des pluies venait à peine de commencer lorsque le ciel de Pandora changea brutalement. Au loin, un grondement métallique déchira la nuit. Pas un orage. Dame moteur humain. Les oiseaux nocturnes s'envolèrent d'un seul coup. Les créatures de la forêt disparurent dans les racines. Même les feuilles lumineuses se refermèrent lentement, comme si Pandora elle-même sentait le danger arriver. Puis vinrent les explosions. BOOM. Le sol trembla sous les pieds du clan. Dame machine humaine avançait entre les arbres géants, leurs projecteurs blancs brûlant l'obscurité bleue de la forêt. Les Naorvi criaient, pour rassembler les enfants, pour appeler les chasseurs, pour protéger l'arbre des âmes. Gouste attrapa immédiatement la main de Boréacidline-oléique, et son sang se glaça. Elle venait de se plier en deux. Gouste, sa voix tremblait. Elle arrive. La fuite. Roseille avait choisi cette nuit-là pour naître. Évidemment. Gouste regarda le chaos autour d'eux. Les flammes humaines. Les cris. Les écrans tournant dans le ciel. Les guerriers courant vers la bataille. Puis il regarda Boréacidline-oléique. Le choix fut instantané. Il ne resterait pas combattre. Pas cette fois. Il passa le bras de Boréacidline-oléique autour de ses épaules et l'emmena loin du clan. À travers les racines géantes et les cascades lumineuses. Derrière eux, les explosions illuminaient la forêt. La fumée montait jusqu'aux montagnes flottantes, et le rugissement des machines humaines résonnait jusque dans les vallées. Chaque contraction arrachait un souffle à Boréacidline-oléique. Mais elle continuait d'avancer, parce qu'elle savait, si les humains les trouvaient, Roseille mourrait avant même de voir Pandora. La grotte cachée. Après des heures dans la jungle, Gouste trouva enfin un ancien refuge oublié. Une grotte creusée sous les racines d'un arbre immense. À l'intérieur, des plantes phosphorescentes baignaient, les pierres d'une lumière douce turquoise. Le monde extérieur semblait soudain très loin, mais Boréacidline-oléique s'effondra à genoux. Cette fois, elle cria. Le travail commençait vraiment. La naissance de Roseille. Gouste paniqua immédiatement. Je ne sais pas quoi faire. Je sais, répondit Boréacidline-oléique entre deux respirations. Elle lui attrapa le visage. Alors écoute-moi. Dehors, les explosions continuaient parfois au loin. La guerre secouait encore Pandora. Mais dans cette grotte, il n'existait plus que 3. Les heures passèrent. Gouste tenait Boréacidline-oléique contre lui pendant qu'elle respirait difficilement. Il lui apportait de l'eau. Il chantait maladroitement les chansons du mariage pour essayer de la calmer. À un moment, Boréacidline-oléique éclata même de rire au milieu de la douleur. Tu chantes toujours aussi faux. Puis finalement, un cri, petit, fragile, vivant. Le silence tomba immédiatement après. Gouste n'osa même plus respirer. Et dans les bras de Boréacidline-oléique apparut une minuscule petite Naorvi, à la peau bleue sombre, avec de grands yeux dorés encore humides, et de minuscules marques lumineuses déjà visibles sur ses joues. Roseille. Le premier regard. Roseille ouvrit lentement les yeux, et à cet instant précis, toutes les petites plantes lumineuses de la grotte s'illuminèrent plus fort, comme une respiration, comme une bénédiction silencieuse d'Ewa. Gouste regardait sa fille avec une expression complètement perdue. Elle est si petite. Boréacidline-oléique sourit faiblement.
Et toi tu es déjà terrifié. Oui. Roseille attrapa alors un des doigts de Gust avec sa minuscule main. Et le grand guerrier Naorvi qui n'avait jamais pleuré pendant une bataille sentit soudain les larmes lui monter aux yeux pendant que la guerre grondait encore au loin. La nouvelle maison. La grotte n'était plus un simple refuge. Elle était devenue leur foyer. Bor et Acidline oléique avaient transformé les pierres froides en un endroit vivant. Des tissus tressés suspendus aux parois. Des fleurs lumineuses placées dans des coquilles naturelles. Des bassins d'eau claire remplis de petits poissons phosphorescents. Au fond de la grotte, Roseille dormait dans un berceau fait de racines souples et de mousse lumineuse. Enfin, dormait était un grand mot, parce que Roseille adorait rester éveillée pour regarder les lumières danser au plafond. Et quand Gust essayait de l'endormir, elle le fixait avec ses énormes yeux dorés, comme si elle analysait chacune de ses pensées. Elle me juge déjà. Oui, répondait Boré Acidline oléique en riant. Les sorties de Gust, mais malgré la douceur de ces moments, Gust ne parvenait pas à rester caché sans agir. Chaque matin avant l'aube, il préparait son arc, remplissait une petite sacoche de nourriture, puis embrassait doucement le front de Roseille. Il partait chercher des survivants du massacre. La forêt avait changé. Dame zone entière était noircie par les incendies humains. Certains arbres géants fumaient encore. Dame machine abandonnée rouillait dans la boue lumineuse. Et le silence était parfois pire que les explosions. Plus de chants, plus de rires d'enfants. Seulement le vent, les traces des survivants. Un jour, Gust trouva des empreintes Naorvi récentes près d'une rivière, un feu encore tiède, et un petit pendentif d'enfant accroché à une branche. Alors il continua plus loin, toujours plus loin. Parfois il retrouvait des rescapés, des chasseurs blessés, des familles cachées, des enfants terrifiés n'osant plus parler. Il les guidait discrètement jusqu'à la grotte ou vers d'autres refuges sûrs. Bor et Acidline oléique soignaient ensuite leurs blessures avec des plantes médicinales. Peu à peu, une petite communauté silencieuse commença à renaître autour d'eux. Roseille et la forêt. Roseille grandissait vite, trop vite, selon Gust. Ces petites marques lumineuses devenaient plus visibles chaque semaine, et elle semblait déjà fascinée par tout ce qui vivait autour d'elle. Même les créatures sauvages paraissaient étrangement calmes près du bébé. Un soir, Bor et Acidline oléique retrouva Roseille tendant ses petites mains vers des graines sacrées flottantes. Les graines tournaient lentement autour d'elle, comme si elles jouaient. Bor et Acidline oléique sentit un frisson lui parcourir le dos. Le retour de Gust. Une nuit de pluie, Gust revint plus tard que d'habitude. Très tard, Bor et Acidline oléique l'attendaient à l'entrée de la grotte, Roseille contre elle. Quand elle aperçut enfin sa silhouette sortir de la jungle, son soulagement fut immédiat. Mais quelque chose n'allait pas. Gust avançait lentement, et derrière lui, Gust avançait lentement, et derrière lui, d'autres Naorvi apparaissaient dans l'obscurité. Une dizaine, épuisés, blessés, affamés. Parmi eux se trouvait une vieille Taka tenant un enfant contre elle. Gust regarda Bor et Acidline oléique avec fatigue. Le clan n'est pas totalement mort. Puis il baissa les yeux vers Roseille. Et pour la première fois depuis longtemps, il sourit vraiment. Les lunes passaient doucement dans la grotte devenue refuge. Les survivants reconstruisaient peu à peu une vie. Les chasseurs sécurisaient les alentours. Les enfants recommençaient enfin à rire. Et les chants du soir revenaient timidement sous les racines géantes. Roseille, elle, grandissait comme une petite tempête lumineuse. Elle rampait partout, absolument partout. Une seule seconde d'inattention suffisait pour la retrouver, en train d'essayer d'attraper des insectes lumineux, de mâchouiller des colliers sacrés, ou de fixer très sérieusement des créatures dangereuses comme si elles étaient amicales. Gust vivait dans une inquiétude permanente. Pourquoi elle n'a peur de rien? Bor et Acidline oléique répondaient toujours la même chose. Parce qu'elle est ta fille. Le changement. Puis un matin, Bor et Acidline oléique sentit quelque chose d'étrange. Pas une douleur, pas une maladie. Une sensation familière, très familière. Elle resta silencieuse plusieurs jours avant d'en parler à Gust. Ce soir-là, Roseille dormait enfin, profondément dans son petit de mousse lumineuse, pendant que la pluie tombait dehors. Bor et Acidline oléique prit doucement la main de Gust et la posa contre son ventre. Je crois qu'il y en a un autre. Silence. Long silence. Gust cligna lentement des yeux. Encore. La panique immédiate de Gust. Il se leva immédiatement, puis se rassit, puis se releva encore. Nous avons à peine survécu à une naissance pendant une guerre. Roseille choisit exactement ce moment pour se réveiller et pousser un cri joyeux, comme si elle participait à la conversation. Gust pointa sa fille du doigt, et elle n'est déjà pas gérable. Bor et Acidline oléique criait tellement qu'elle finit par pleurer de rire contre son épaule. Le nom de l'enfant. Quelques semaines plus tard, la vieille Tsaka du groupe confirma la nouvelle. Bor et Acidline oléique attendaient bien un garçon, et durant une cérémonie sous les racines lumineuses, elle murmura un nom venu selon elle d'un ancien rêve transmis par Ewa. Crac. Un nom court,
Fort, comme un battement de tambour. Latsaka fixa alors Gouste avec un petit sourire fatigué. Celui-ci sera très différent de Roseille. Différent comment? Demanda Gouste avec méfiance. La vieille femme répondit calmement. Plus bruyant. Et au même instant, Roseille se mit à hurler parce qu'un petit animal lumineux refusait de se laisser attraper. Latsaka soupira. Bon, peut-être pas et si différent. La décision fut prise pendant une nuit silencieuse, sous les racines lumineuses de la grotte. Autour d'eux dormaient les survivants recueillis par Gousteux, les enfants sauvés de la guerre, et Roseille, roulé dans des couvertures de mousse, tenant encore une petite pierre brillante dans sa main. Boré Sidlinoléique observait les flammes bleues du feu central pendant que la pluie tombait dehors. Puis elle murmura. Nous ne pouvons pas rester des ombres cachées éternellement. Gousteux leva les yeux vers elle, et pour la première fois depuis le massacre, il comprit que leur peuple avait besoin de plus qu'un refuge. Il avait besoin d'un nouveau départ. La naissance du clan Chokra. Quelques jours plus tard, tous les survivants furent réunis dans une immense clairière cachée, entre les montagnes flottantes. Les arbres formaient un cercle naturel gigantesque. D'âmes cascades lumineuses descendaient des falaises, et au centre poussait un jeune arbre sacré aux feuilles argentées. La vieille Tsaka parla longtemps avec les anciens survivants, puis elle demanda « Quel sera le nom de ceux qui renaissent après les flammes ?» Le silence dura plusieurs secondes. Alors Gouste répondit « Chokra », un mot ancien signifiant ceux qui survivent à la nuit, mais aussi ceux qui portent encore la lumière. Le vent traversa immédiatement la clairière, et des centaines de petites graines sacrées flottèrent autour du cercle. Même les anciens restèrent silencieux devant ce signe. Les symboles du clan. Boré Sidlinoléique créa les nouveaux marquages du clan. Des lignes argentées représentant les racines des Wa, mêlées à des motifs rouges rappelant le feu qu'ils avaient survécu. Chaque membre des Chokra portait aussi une plume noire et une pierre lumineuse attachée au bras gauche, pour se souvenir des morts, des survivants et du chemin parcouru. Gouste devient chef. Quand les survivants demandèrent officiellement à Gouste de devenir Oloectan du nouveau clan, il répondit immédiatement « Mauvaise idée ». Personne ne fut surpris. Roseille, elle, choisit ce moment pour essayer de manger un pendentif cérémoniel. La vieille Tsaka soupira profondément. Ewa nous teste. Mais malgré ses protestations, Gouste fut choisi, parce que il avait risqué sa vie pour sauver les autres. Il avait refusé d'abandonner les blessés. Et surtout, il écoutait avant de parler, ce qui était rare chez les guerriers. Boré Sidlinoléique, mère du clan. Boré Sidlinoléique devint le cœur du clan Chokra. Elle soignait les blessés, enseignait les chants aux enfants, calmait les disputes, et parlait souvent aux plus jeunes de la beauté de Pandora avant la guerre. Même les chasseurs les plus féroces baissaient la voix près d'elle. Et pendant ce temps, Krak grandissait dans son ventre. La promesse des Chukras. Cette nuit-là, tous les membres du nouveau clan posèrent leurs mains contre le jeune arbre sacré, et ensemble, ils prononcèrent leur promesse. Nous protégerons la vie, nous protégerons Ewa, et tant qu'un Chokra respirera, Pandora ne tombera jamais. Au loin, dans les montagnes flottantes, les cris des Ikrans résonnèrent dans le ciel nocturne. Comme une réponse, la guerre finit par retrouver les Chukras. Même cachés entre les montagnes flottantes, le clan entendait parfois les moteurs humains, les arbres qui tombaient, et les explosions lointaines qui faisaient trembler Pandora. Gouste supportait cela de moins en moins. Chaque mission de reconnaissance lui montrait la même chose. Des forêts détruites, des créatures blessées, des clans dispersés. Alors un soir, devant le feu central des Chukras, il se leva lentement, et il déclara « Nous avons survécu assez longtemps. Maintenant, nous allons défendre Pandora. » Le silence fut total. Même Roseille arrêta de parler pendant presque 3 secondes, ce qui impressionna tout le monde. La préparation de la bataille. Pendant plusieurs jours, les guerriers préparèrent leurs arcs. Les Ikrans furent appelés. Les pièges furent placés dans la jungle. Boré Sidlinoléique elle-même peignit les marques de guerre sur le visage de Gouste. Argent pour Ewa, rouge pour les morts, noir pour la protection du clan. Krak bougeait fortement dans son ventre pendant toute la cérémonie. Roseille, elle, essayait surtout de voler les couteaux des guerriers pour aider. Gouste commençait sérieusement à croire que ses enfants allaient détruire sa santé mentale. La bataille des racines rouges. Les humains avancèrent à l'aube avec des véhicules blindés, des exosquelettes et des machines capables d'abattre les arbres sacrés. Mais cette fois, Pandora les attendait. Les Chokras frappèrent depuis la forêt, flèches tombant des arbres, pièges dans les marais lumineux, attaques d'Ikran depuis les nuages. La jungle entière semblait combattre avec eux. Dame Viperwolf surgirent des fougères. Dame Thanator attaquèrent les lignes humaines. Même les racines géantes ralentissaient les machines. Au centre du chaos, Gouste menait la charge. Et pour la première fois depuis le massacre, les humains reculèrent. La blessure de Boré Sidlinoléique
Mais la victoire eut un prix. Alors que les derniers soldats humains battaient en retraite, une explosion retentit près des falaises. Boom! Le souffle projeta Boréas idlinoléique contre les racines d'un arbre immense. Quand Gouste arriva jusqu'à elle, son sang se glaça. Boréas idlinoléique respirait difficilement. Du sang bleu coulait le long de son bras et de son flanc. Et Krak n'avait plus bougé depuis plusieurs minutes. Gouste tomba à genoux près d'elle. Pour la première fois depuis très longtemps. Il avait peur au point d'en trembler. Non, non, reste avec moi. Boréas idlinoléique tenta de sourire malgré la douleur. Tu vois, je t'avais dit que les batailles finissaient toujours mal. Même blessée, elle trouvait encore la force de plaisanter. Le retour à la grotte. Les chokras transportèrent Boréas idlinoléique jusqu'au refuge sacré. Pendant des heures, les guérisseuses travaillèrent. Les chants aïwa résonnèrent. Les racines médicinales furent appliquées sur ses blessures. Roseille refusait de quitter sa mère. Et Gouste faisait les 100 pas comme un animal blessé. Puis finalement, la vieille Taka sortit du cercle de soins. Fatiguée, mais souriante. Elle vivra. Gouste ferma immédiatement les yeux de soulagement. Et Krak. La vieille femme posa doucement sa main sur son épaule. Ton fils est aussi têtu que ses parents. Quelques instants plus tard, Boréas idlinoléique ouvrit faiblement les yeux. Et la première chose qu'elle vit fut Gouste couvert de boue et de sang. Roseille endormie contre lui. Et toute la famille réunie autour d'elle. Alors elle murmura doucement. On dirait vraiment que nous sommes impossibles à tuer. Et cette fois, même Gouste éclata de rire en pleurant un peu. Les semaines suivant la bataille furent calmes, étrangement calmes, comme si Pandora elle-même offrait enfin un moment de repos. Chokra après tant de douleur. Boréas idlinoléique guérissait lentement. Sa blessure la faisait encore souffrir, mais elle recommençait à marcher dans la clairière sacrée, toujours avec Roseille accrochée à sa jambe ou cachée dans ses bras. Et Krak semblait déjà impatient de venir au monde. Les signes. Quelques jours avant la naissance, des phénomènes étranges commencèrent à apparaître autour du refuge. La nuit, les graines sacrées des oies se rassemblaient autour de la grotte. Les animaux restaient silencieux, et des éclairs lumineux traversaient parfois les nuages au-dessus des montagnes flottantes. Même la vieille Tsaka semblait troublée. Cet enfant arrive avec le tonnerre. Gouste n'aimait pas du tout cette phrase. Pourquoi aucun de nos enfants ne peut juste arriver normalement? Personne ne répondit, parce qu'il avait raison. Le début du travail. La naissance commença pendant une tempête immense. Le vent faisait vibrer toute la montagne. La pluie tombait si fort qu'on entendait à peine les tambours d'alerte au loin. Puis Boréas idlinoléique posa soudain une main contre une paroi de pierre, et souffla. Gouste. Il pâlit immédiatement. Non. Si. Non. Roseille, assise un peu plus loin, applaudit sans comprendre. Cette fois, tout le clan était là. Les guérisseuses, les anciens, les femmes chantant doucement autour de Boréas idlinoléique. Mais Gouste était absolument terrifié. Il tournait dans toute la grotte, apportant de l'eau inutilement, demandant toutes les 3 minutes si Boréas idlinoléique respirait correctement, et essayant maladroitement de distraire Roseille pour ne pas paniquer. Roseille lui mordit même le bras un moment. La Tsaka déclara calmement. Elle aussi ressent le stress de son père. La naissance de Krak. Les heures passèrent. Le tonnerre grondait au-dessus de Pandora. Les chants devenaient plus puissants. Les racines lumineuses de la grotte pulsaient comme un cœur vivant. Puis soudain, un cri. Fort, très fort. Beaucoup plus fort que Roseille à la naissance. Le silence tomba une seconde entière. Puis le bébé recommença immédiatement à hurler avec une énergie impressionnante. La vieille Tsaka éclata presque de rire. Ah, oui, celui-là va être compliqué. Boréas idlinoléique, épuisée mais souriante, prit enfin son fils contre elle. Krak était plus grand que Roseille à sa naissance, avec une peau bleue sombre traversée de marques lumineuses argentées, et surtout, une voix capable de réveiller probablement toute la montagne. Quand Gouste le prit dans ses bras pour la première fois, Krak ouvrit immédiatement les yeux, d'âme mieux dorée, exactement comme ceux de sa sœur. Puis le bébé attrapa la longue tresse de son père, et tira extrêmement fort. Gouste poussa un cri de douleur. Boréas idlinoléique criait tellement qu'elle en pleurait. Le premier contact entre Roseille et Krak. Roseille s'approcha très lentement de son petit frère. Pour une fois, elle était silencieuse. Elle tendit doucement sa petite main vers lui, et Krak arrêta immédiatement de pleurer. Toute la grotte resta immobile. Les deux enfants se regardèrent, pendant plusieurs longues secondes pendant que les petites graines sacrées flottaient autour d'eux. Alors la vieille Tsaka murmura. Iwa les a liés avant même leur naissance. Puis Roseille déclara très sérieusement. Il est bruyant. Et toute la grotte éclata de rire pendant que la tempête continuait de rugir autour du refuge des chokras. Une année entière passa dans le refuge des chokras. Une année de reconstruction, de guérison, de nouveaux chants, et surtout, une année remplie de chaos causés par deux petits Naorvis impossibles à surveiller.
Roseille avait maintenant 2 ans, et Crack venait d'avoir 1 an. Le clan entier décida d'organiser une immense fête sous les arbres, lumineux pour célébrer les 2 enfants des Chokras, la clairière des lanternes. Toute la journée, les membres du clan décorèrent la grande clairière, des fleurs phosphorescentes suspendues aux branches, des voiles colorées flottant entre les arbres, et des centaines de petites lanternes vivantes éclairant la forêt de bleu, violet et or. Même les écrans tournaient au-dessus de la fête comme s'ils ressentaient la joie du clan. Roseille courait déjà partout avant même le début de la cérémonie. Enfin, courait était un mot faible. Elle apparaissait, disparaissait, réapparaissait perchée dans des endroits impossibles. Gouste passait sa soirée à dire « Où est Roseille ?» toutes les 5 minutes. Crack, le petit désastre. Crack, lui, venait d'apprendre à courir correctement. Ce qui était une catastrophe absolue, parce qu'il courait, sans regarder, très vite, et souvent vers le danger. À un moment, il vola un fruit lumineux, trébucha, roula dans des pétales phosphorescents, puis éclata de rire comme si c'était la meilleure idée de sa vie. Boréas Idlinoléique soupira doucement. « Il est exactement comme toi. » Gouste répondit immédiatement. « Je n'ai jamais été comme ça. » Au même moment, un ancien du clan cria depuis le fond de la clairière. Théuas littéralement mit le feu à une pirogue à 8 ans. Silence. Puis tout le clan éclata de rire. Les cadeaux. Les Chokras offrirent aux enfants de petits colliers protecteurs, des figurines sculptées dans du bois lumineux, des plumes d'écran, et même un minuscule arc décoratif pour Crack. Très mauvaise idée, très mauvaise idée, parce qu'il essaya immédiatement de tirer sur un insecte lumineux, avant de se tirer lui-même dessus au pied. Roseille rit tellement qu'elle tomba dans la mousse. Le chant des enfants. Quand la nuit tomba complètement, Boréas Idlinoléique prit ses 2 enfants dans ses bras près du feu central. Le clan commença alors un chant spécial réservé aux enfants des Chokras. Un chant doux, protecteur, ancien. Les voix résonnaient dans toute la forêt pendant que les graines sacrées flottaient lentement. Les lumières de Pandora pulsaient doucement, et les 2 enfants regardaient le ciel avec fascination. Puis Crack attrapa soudain une poignée de gâteaux aux fruits lumineux, et l'écrasa directement sur le visage de Gouste. Silence. Roseille ouvrit des yeux immenses. Le clan entier attendait la réaction du chef des Chokras. Gouste resta immobile quelques secondes. Puis il prit lentement une poignée de crème lumineuse et l'étala sur la tête de Crack. La guerre de nourriture commença immédiatement, et pour la première fois depuis très longtemps, la forêt de Pandora résonna surtout de rire. La fête battait encore son plein. Les rires des enfants résonnaient sous les arbres géants. Les tambours accompagnaient les chants du clan, et dans toute la clairière des Chokras, les lanternes vivantes illuminaient les visages heureux. Pendant quelques heures, ils avaient oublié la guerre. Roseille poursuivait des graines sacrées entre les racines. Crack riait tellement fort qu'on l'entendait presque plus que les tambours. Et Boréas Idlinoléique regardait sa famille avec ce calme rare qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Puis, le vent changea. Gouste le sentit immédiatement. Son sourire disparut. Le bruit dans le ciel. Au début, ce n'était qu'un grondement très lointain. Un son métallique, régulier. Les chasseurs levèrent tout la tête au même instant. Puis les lumières apparurent au-dessus des nuages. D'âmes appareils humains. Le vacarme de la fête. Les feux. Les chants. Les humains les avaient repérés. Et cette fois, ils avaient attendu que le clan baisse sa garde. L'attaque surprise. BOOM. La première explosion pulvérisa une partie de la clairière. Les lanternes vivantes éclatèrent dans les airs. Les enfants crièrent. Les animaux s'enfuirent dans la panique. En quelques secondes, les chants furent remplacés par des hurlements. Les flammes envahirent les racines. Et les machines humaines descendirent du ciel comme des prédateurs. Gouste attrapa immédiatement Roseille d'un bras et Crack de l'autre. Crack, lui, croyait presque que c'était encore un jeu. Boum! Cria-t-il joyeusement. Non boum! Hurla Gouste. Boréas Idlinoléique donnait déjà des ordres aux survivants. Protéger les enfants. Rejoindre les tunnels cachés. Évacuer les blessés. Mais les humains étaient préparés. Dames soldats descendirent directement dans la forêt avec des projecteurs aveuglants, des armes incendiaires et des exosquelettes lourds. Roseille disparaît. Au milieu du chaos, Roseille lâcha soudain la main de Gouste. Une seconde. Une seule. Puis elle disparut dans la fumée. Le cœur de Gouste s'arrêta. Roseille. Aucune réponse. Seulement les explosions, les cris, et les arbres qui tombaient autour d'eux. Boréas Idlinoléique sentit immédiatement la panique dans la voix de son compagnon. Et cette panique lui fit plus peur que les humains eux-mêmes. Crack et la colère. Crack se mit alors à pleurer très fort. Pas de peur, de colère. Ces petites marques lumineuses pulsaient rapidement sur sa peau pendant qu'il tendait les bras vers les flammes et les machines humaines. La vieille Tsaka, en voyant cela, murmura « Ewa protège ses enfants ». Puis soudain, un immense rugissement traversa la forêt. Un Thanator,
Les soldats humains se figèrent immédiatement, et dans la fumée rougeoyante, 2 yeux immenses apparurent entre les arbres. Mais ce n'était pas le plus étrange. Parce qu'au milieu du chaos, Roseille était debout devant la créature, vivante, et le Thanator ne lui faisait aucun mal. Le Thanator rugissait encore derrière eux lorsque les derniers Chokras atteignirent les falaises suspendues. Le ciel de Pandora brûlait. Derrière la forêt, les explosions humaines illuminaient les arbres. Les fumées rouges montaient jusqu'aux montagnes flottantes, et les cris des créatures terrifiées résonnaient dans toute la vallée. Mais Gouste ne regardait qu'une seule chose, Roseille, vivante, accrochée contre Boréas idlinoléique, les yeux immenses, silencieuse depuis sa rencontre avec le Thanator. La fuite des Chokras. Les survivants montèrent précipitamment sur leurs écrans. Les enfants furent attachés contre les guerriers, les blessés maintenus avec des sangles de cuir tressé. Et dans le vacarme du vent, Gouste lança un dernier regard vers leur refuge en flammes. Le clan Chokra survivait encore, mais il venait de perdre son foyer une seconde fois. Envolez-vous. Les écrans bondirent dans le vide. Et soudain, plus rien sous eux, seulement le ciel nocturne, les montagnes flottantes, et Pandora brillant sous les nuages d'orage. Roseille serrait fort le collier de Boréas idlinoléique, pendant que Kra criait, presque du vol comme si toute cette catastrophe était une aventure incroyable. Gouste, lui, vieillissait mentalement à chaque seconde. Les ombres dans la tempête. Ils volèrent pendant des heures. Le vent devenait de plus en plus violent. La pluie frappait leurs visages. Et plusieurs écrans commençaient à fatiguer. Puis, d'âmes silhouettes apparurent dans les nuages. Au début, Gouste pensa à une autre escouade humaine. Les guerriers armèrent immédiatement leurs arcs. Mais les formes étaient différentes. Immenses voiles, structures flottantes, créatures volantes inconnues.